Bonjour à tous et à toutes, ici Mathis Pilon, votre animateur du balado L'argent avant l'or. Aujourd'hui, l'épisode portera sur les Jeux olympiques et les sports professionnels. Alors, je vous présente mes deux invités d'aujourd'hui, Médéric Carbonneau et Xavier Joret. Ces deux derniers, aujourd'hui, nous présenteront quelques enjeux en lien avec ces deux sujets et leur lien avec le capitalisme. Alors, pour le premier segment, le segment « Dis-moi tout », on est avec Médéric Carbonneau qui aujourd'hui va nous présenter son sujet. Écoute Mathias, c'est moi qui te remercie d'être ici. C'est un honneur. Mon sujet, en fait, on parle du sport professionnel. On consomme beaucoup de sport dans notre quotidien. Je trouvais ça important de faire un lien avec le capitalisme. On parle beaucoup aussi à ce sujet-là, le salaire entre la différence du salaire entre les hommes et les femmes. Mais il n'y a pas juste ça comme débat dans le sport. On peut parler aussi notamment de la différence entre des athlètes avec donc dans un pays pauvre ou un athlète dans un pays riche qui n'ont pas les mêmes conditions, ils n'ont pas les mêmes ils ont pas le même financement. Fait que ça aussi, ça en est une différence. On peut aussi parler de la migration des athlètes, pourquoi il y a des athlètes qui partent, comme exemple au hockey, plus de jeunes Québécois qui partent jouer au universitaire aux États-Unis. Il y a plusieurs solutions à trouver pour régler ce problème-là. Fait que c'est pour ça aussi j'aimerais ça en parler avec vous autres. Aussi, c'est ça, il y a tout aussi une économie qui se fait autour du sport. Il n'y a pas juste les athlètes, t'as le revenu des propriétaires des clubs, des commandites, des restaurants, des hôtels, tout ce qui entoure ça. Fait que, en gros, c'est ça mon sujet que j'aimerais ça présenter. Merci Médéric pour ce segment. Je passe maintenant le micro à Xavier qui va nous présenter son sujet. Alors Xavier, dis-moi tout. Donc, merci beaucoup Mathis pour l'invitation. Effectivement, Médéric est très intéressant comme sujet, le sport professionnel. Un peu en lien avec ça, je vais parler à mon tour des Jeux olympiques. Donc, comme nous le savons, les Jeux olympiques sont un événement d'envergure partout à travers le monde. Et surtout pour les villes hautes qui attirent de nombreux touristes et ce qui permet aux entreprises locaux comme les restaurants, les hôtels de générer beaucoup de profits et ça permet aussi aux athlètes de s'épanouir. C'est la plus grande scène internationale sur laquelle ils vont compétitionner car comme nous savons ça regroupe tous les athlètes de toutes les disciplines, que ce soit pour les sports d'hiver et les sports d'été. Mais cependant, malgré que ce soit un très bel événement pour les athlètes ainsi que les spectateurs et les villes hautes, les Jeux olympiques ont beaucoup d'enjeux qui refont surface à chaque édition. D'abord, on parle d'enjeux économiques. Si on parle, par exemple, d'ici au Canada pour les athlètes canadiens, l'enjeu économique se résulte surtout au salaire des athlètes. Dans certains sports, les athlètes sont peu rémunérés et c'est très difficile pour eux de pratiquer le sport et de compétitionner à un niveau supérieur. On en reviendra plus tard dans le balado. Et surtout, les Jeux olympiques abordent un immense enjeu environnemental. On sait depuis près de 10 ans, c'est ce qui revient à chaque édition, les enjeux environnementaux. C'est difficile de les restreindre. Cependant, les Jeux olympiques font tout en leur possible. Mais pour ce faire, ça nécessite certainement des coûts. Doit faire affaire avec des entreprises. Et c'est un peu le lien qu'on a avec le capitalisme ici et les enjeux environnementaux. Donc, on en fera part ça aussi lors du balado. Alors, un gros merci les gars pour ces deux belles présentations. Nous allons maintenant passer au segment Personne de confiance. Ce segment consiste à présenter deux extraits des entrevues qu'ils ont réalisées. Alors, nous allons tout de suite passer à Médéric pour qu'il nous présente un bout de son entrevue. Si tu compares, mettons, ton niveau que tu as joué professionnel à la ligue masculine, y a-tu
Ouais. Mais tu me dis grosse différence. Oui, vraiment. Mettons, si on regarde juste en Suède, l'équipe masculine Frölunda, c'est mon équipe, c'est une des meilleures, qui a le meilleur financement, le meilleur finance. C'est eux autres qui ont le plus d'argent quasiment en Suède. Fait que les gars, eux autres, souvent, vont voyager en avion. Souvent, ils vont avoir beaucoup plus de juste la rémunération monétaire va être vraiment plus grande. Ils vont avoir des deals avec, mettons, Ford, ils vont leur donner des chars, des choses comme ça que nous autres, mettons, on n'aura pas. Fait que c'est sûr que là, il y avait une grosse écart, mais je pense que c'était comme moins pire qu'en Amérique du Nord, que de la NHL, puis les filles, que c'est comme... Mettons. Dans le fond, dans l'extrait que vous avez entendu, j'ai interviewé Sarev Coutu-Godbout, qui est une ex-joueuse professionnelle de hockey. Elle a joué ici son hockey mineur au Québec, puis elle a joué universitaire aux États-Unis, et puis a commencé une carrière un peu en Suède. Dans le fond, j'ai posé à Sarev la question, c'est quoi la grosse différence entre la Ligue des hommes et la Ligue des femmes en Suède? Puis comme vous avez entendu, elle a expliqué que beaucoup d'avantages financiers que les hommes avaient, contrairement aux femmes. Et aussi une différence entre les ligues féminines, entre la Ligue féminine européenne puis les ligues féminines ici en Amérique du Nord. Fait qu'on voit qu'elle nous explique aussi qu'il y a une différence notamment à ce sujet-là. Alors, merci Médéric pour cet extrait. Nous allons maintenant passer le micro à Xavier Joret qui va nous présenter son extrait. Ben, tu sais, c'est que c'est un peu, tu sais, il y a la démesure à quelque part, tu sais, tout l'aspect commercial des Olympiques, l'aspect consommation, tout ça, j'ai trouvé ça quand même capoté, là, tu sais, quand tu vas dans ce genre d'événement-là, évidemment, tu sais, c'est ça que tu constates, tu vois, mettons, c'est niaiseux, mais c'est une partie de ce qui a été scrappé au niveau de l'environnement, tu sais, de faire une track de bobsleigh, par exemple, pour probablement une semaine, 2 semaines d'utilisation, 3 semaines par moment, puis déplacer des gens, faire des villages olympiques dans des zones humides. Tu sais, c'est des détails là, mais tu sais, je trouve tout le temps que on pourrait faire mieux, tu sais, pour l'environnement, pour le legacy. Si Donc, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'était une entrevue réalisée il y a environ un mois et demi avec un certain Francis Royal, un homme originaire de Rouyn-Noranda, qui est maintenant entraîneur-chef de l'équipe féminine de slalom. Il était donc l'entraîneur lors des derniers Jeux olympiques à Milan-Cortina. Et donc, ce qu'on peut entendre, c'est Francis qui nous parle des enjeux environnementaux auxquels font face les Jeux olympiques et un peu les conséquences néfastes qu'on peut y trouver là, sur l'environnement. Donc, il parle principalement d'un certain Remblai qui a été aménagé pour détourner une rivière afin de construire la piste de bobsleigh ou de la consommation excessive de plastique sur le site. Donc, c'est très intéressant de voir la perspective d'un entraîneur par rapport aux enjeux environnementaux et aux conséquences que les Jeux olympiques peuvent rapporter. Nous allons maintenant passer au troisième segment de ce podcast, le vrai ou faux. Pour ce faire, mes invités vont me poser des questions que je devrais répondre par vrai ou faux. Donc, pour débuter le segment vrai ou faux, la question que j'ai pour toi, Mathis, est est-ce que tous les athlètes olympiques canadiens doivent travailler en parallèle de la pratique de leur sport? Je dirais que vrai. Et non. Malheureusement pour toi, c'est une mauvaise réponse. Heureusement pour les athlètes, c'est une mauvaise réponse. Mais non, en fait, c'est pas tous les athlètes qui doivent travailler. Comme on le sait, c'est très difficile pour les athlètes olympiques financièrement. Cependant, pour certains athlètes de haut niveau qui performent à des niveaux légendaires, on peut penser à un certain Michael Kingsbury, à un certain Charles Lamelin. Pour eux, ils n'ont pas besoin de travailler en parallèle, car en plus de recevoir de l'argent pour les récoltes de médailles lors des Jeux olympiques par le gouvernement, ils ont de nombreux commanditaires qui leur permettent de ramasser des sommes énormes durant les années, ce qui leur permettent de vivre principalement de leur sport et de ne pas avoir à travailler en parallèle. Excellente question, Xavier. Pour ma première question, Mathis, en Europe,
le sport professionnel est-il apparu dans le secteur industriel? Je dirais que c'est vrai. Et oui, c'est une bonne réponse, Mathis. Dans le fond, dans le début du 20e siècle, c'est là que le monde, pour aller travailler, il s'installait dans les villes, dans les grosses industries, dans les grosses villes industrielles. Puis c'est là, en travaillant, ils découvraient des nouveaux loisirs, donc le sport. Puis on voit que les grands hommes d'affaires étaient dans ces villes-là aussi. Fait qu'on voit notamment avec le développement de loisirs dans le sport, le développement du sport dans les villes. Les propriétaires des industries commençaient à financer des équipes, à construire des équipes. Puis là, on peut comprendre que les premières équipes, exemple au football, au soccer, les premières équipes se sont installées en Europe. Fait que c'est là qu'on peut voir que le sport professionnel s'est développé, notamment en Europe, dans le secteur industriel. Intéressant, Médéric. Je ne savais pas ce point sur le facteur industriel dans le sport, donc merci beaucoup. Pour ma question, ma deuxième question pour toi, Mathis, est-ce que Rio 2016 a été un échec sur le plan du bilan carbone? Je dirais que c'est vrai. Effectivement, ce fut un échec. Les Jeux d'été 2016 qui se sont déroulés à Rio, au Brésil, ont été un échec sur le plan carbone. On évalue les dommages à 8 millions de mètres cubes d'eau qui ont été utilisés, 17 000 tonnes de déchets qui ont été générés et 3,6 millions de tonnes de CO2 qui ont été émises dans l'atmosphère lors de cette édition. Donc on peut voir encore que même il y a seulement 10 ans, les Jeux olympiques étaient une catastrophe environnementale. Donc c'est certainement un problème qui était à régler à ce moment et qui est toujours à régler aujourd'hui. Sac de chips, ça en fait quand même de la pollution. Excellente question, Xavier. Puis Mathis, à mon tour, ma prochaine question. La différence de salaire entre un homme et une femme qui joue au golf professionnel est-elle minime? Je dirais que c'est faux. Effectivement, c'est faux. Je vais te sortir quelques statistiques d'un gagnant entre une femme et un homme. Dans le fond, la femme, elle peut gagner environ 142 000 pour une victoire dans un tournoi de golf. Ce qui peut, pour un homme, gagner jusqu'à 1,5 million. On voit que c'est une énorme différence. Puis pour venir aussi à plus d'explications, c'est pas juste dans le golf, dans le sport que c'est différence de salaire. Il y a aussi, exemple, dans le basket, le plus haut salaire peut aller à environ entre 107 000 $. Puis pour un homme, peut aller jusqu'à 11,5 millions. C'est quand même une grosse différence. Donc pour ma dernière question, Mathis, je vais te poser la suivante. Est-ce que certains athlètes doivent payer des frais importants afin de faire partie de l'équipe nationale? Je dirais que c'est vrai. Effectivement, Mathis, tu te débrouilles très bien aujourd'hui. Une autre bonne réponse pour toi. Effectivement, certains athlètes doivent payer des montants astronomiques pour pouvoir faire partie de l'équipe nationale ou même pour pouvoir participer à la Coupe du Monde. Si on regarde en ski de fond, c'est à peu près 25 000 par année de leurs propres argent aux athlètes qui doivent être déboursés et ce montant peut même monter jusqu'à 40 000. Donc certains athlètes ne peuvent même pas pratiquer leur sport ou ne peuvent même pas être sur l'équipe nationale dû à un manque de moyens. Par conséquent, parfois on a plusieurs bons athlètes qui ne font pas partie de nos équipes nationales. Et ça peut peut-être expliquer pourquoi les derniers Jeux olympiques ont été plus difficiles en termes de récolte de médailles. Et suite à ces Jeux olympiques-là, il y a plusieurs athlètes qui ont annoncé que si la situation ne s'améliorait pas côté financier pour eux, ils ne pourraient possiblement pas participer à la prochaine édition dans 4 ans. Donc, il y a certainement une amélioration à faire sur le plan financier des athlètes. Bon, à mon tour pour ma prochaine et dernière question. Mathis, tu connais un peu le concept Winner Takes All en anglais. Dans le fond,
Est-ce que le concept winners take all influence les inégalités sociales? Je dirais que c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Dans le fond, pour renchérir là-dessus, si on y va dans la section de la sexologie, euh, ça y va un peu avec les inégalités sociales. Pas économiques, on a déjà parlé du salaire, mais si on revient vraiment dans la sociologie, on peut dire que le concept du winner takes all, dans le fond, c'est-à-dire en français, c'est que le meilleur obtient la majorité des récompenses ou des bonus. Fait que dans le fond, plus que t'es meilleur, plus que t'as des récompenses. On y va comme ça. Ça peut aussi arriver avec les salaires. Exemple, plus que tu performes dans ton sport, plus que tu as un gros salaire. Aussi, on peut aussi aller avec l'entrevue que j'ai faite avec Sarah-Ève. Quelqu'un nous dit, vu qu'elle a été cherchée en Amérique du Nord pour jouer en Suède, ça veut dire qu'elle va avoir de meilleures récompenses que des joueuses, mettons, suédoises, parce qu'elle m'expliquait que quand on va le chercher dans un autre pays ou un autre continent, ça veut dire que ton talent il est hors norme, fait que tu as des meilleures récompenses. Puis on peut voir aussi que Sarah-Ève avait plus de meilleures récompenses que ses coéquipières, notamment à cause de son talent. Fait que c'est ça un peu qui revient avec le concept du winner's take all. Merci beaucoup les gars pour ce petit jeu. J'ai eu vraiment beaucoup de fun. J'ai plus performé qu'à l'école. C'est quelque chose de rare. Alors, nous allons maintenant passer à notre dernier segment. Le segment Solution! Qui consiste à que nos invités vont nous donner quelques solutions suite à leur sujet. Je vais prendre la parole pour ce dernier segment en premier. Pour commencer un peu, pour faire un lien avec le sujet Xavier, c'est de augmenter le financement pour réduire le bilan, exemple de carbone dans les villes qui accueillent les Jeux Olympiques. Ça en est une première. Aussi, pour réduire les inégalités sociales, mettons dans le monde du sport, partout dans le monde, pourquoi pas investir dans des pays qui sont plus pauvres, exemple, qui ont moins de ressources, pour justement permettre aux athlètes de pouvoir subvenir à leurs besoins en gagnant de leur vie, par exemple, dans le sport, qui serait très favorable pour eux autres. Aussi, c'est de faire plus de ligues ouvertes. Exemple, il y a deux types de ligues que j'ai fait un peu mes recherches. Il y a des ligues fermées, c'est-à-dire que le profit est plus important que la victoire. On peut comparer ça avec, mettons, comme une ligue de la NBA ou la NFL, qui sont des ligues qui sont principalement fermées, comme on peut les décrire. Puis la ligue ouverte, où que l'objectif principal, c'est évidemment de gagner, qui peut permettre à tous les clubs sportifs de pouvoir en être leur objectif principal, de pouvoir gagner, donc pour se faire de profit un peu en même temps aussi. Fait que moi, ça serait plus de prioriser la performance sportive que l'enrichissement d'un seul club ou de quelques clubs dans une ligue, puis pour donner la chance à tous les clubs dans une ligue à faire leur profit. Comme ça serait plus une équité entre les clubs financièrement. Alors, merci beaucoup, Médéric. Nous allons maintenant passer aux solutions de Xavier. Donc, merci Mathis pour le droit de parole. J'avais enchaîné en terminant ce dernier segment, le segment des solutions. Donc, mes solutions sur le plan environnemental, le CIO parle de potentiellement choisir des sites fixes où on accueillerait les Jeux Olympiques en alternance. Donc, ce qui permettrait de diminuer la construction d'infrastructures immenses. Comme on en a parlé plus tôt, cette année, on a dû mettre en place un remblai pour détourner une rivière. Donc, si on choisit des sites fixes avec déjà les infrastructures nécessaires, on réduirait ces problèmes. Et avec aussi le niveau de neige qui baisse dans certaines régions dans le monde, dû au réchauffement climatique, ça permettrait... il y a certains sites où on n'a plus accès, en fait, maintenant. Donc, de choisir ces sites fixes permettrait d'avoir des sites avec assez de neige
où la neige artificielle que l'on consomme diminuerait. Pour ce qui est de l'aspect financier des athlètes canadiens, c'est plutôt simple. Dans le fond, on doit contrer l'inflation. L'inflation touche non seulement tout le monde, mais aussi les athlètes. Donc, pour ce faire, les subventions émises par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux devront augmenter si on veut assurer la pérennité de nos athlètes. Alors, c'est ce qui conclut ce balado. Merci à Médéric et Xavier pour leur présence et leur témoignage sur le capitalisme autour du sport professionnel et les Jeux olympiques. Ne manquez pas le prochain épisode la semaine prochaine. Sur ce, petit guidou pack sac mes petits loulous.